solidarité franco-britannique. Après la visite que fit aux Français du front le roi Georges d'Angleterre, c'est aujourd'hui le premier citoyen de France qui rend visite aux troupes anglaises. De même qu'il y a 25 ans, et plus solidement et plus intimement, Anglais et Français se retrouvent, unis par le même destin, unis, comme le dit la jolie formule des fiançailles anglaises, pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes unis, signifie sa visite. Nous sommes d'accord, comme le dit cette chanson nouvelle que toute l'Angleterre a adoptée. Nous sommes d'accord, comme on le chante dans les rues de Londres, au carrefour de Sheffield, devant les portes d'Édimbourg. Nous sommes d'accord, comme ceux de sont dit sans phrase, un matin de septembre dernier, le très correct Mr. Smith dans son petit bureau de Birmingham et le très pacifique Monsieur Durand dans son petit jardin de Bois-Colombes. Nous sommes d'accord, comme le répliquent messieurs Chamberlain et Daladier à toutes les fausses nouvelles du docteur Goebbels, à toutes les tentatives de désunion opérées par les porte-paroles de monsieur Hitler. Nous sommes d'accord, comme l'affirme chaque Conseil suprême. Nous sommes d'accord, comme l'assure la magnifique unanimité qui a, le 12 février, approuvé au Parlement l'action de monsieur Daladier, démentant les propos de la propagande allemande et produisant à l'étranger la plus profonde impression. Nous sommes d'accord. D'accord pour tenir, d'accord pour lutter, d'accord pour vaincre. Et nous sommes d'accord aussi, Français et Britanniques, avec ces millions d'hommes qui vivent sous les plis de nos deux drapeaux tricolores. Nous sommes d'accord avec les Indes, avec le Canada, avec l'Australie, avec tout l'Empire britannique, d'accord avec tout l'Empire français, d'accord avec ces tirailleurs qui conservent sous la neige de l'hiver vosgien la magnifique allure des guerriers du Maghreb. Il neige aussi dans l'Atlas. Et c'est sans le moindre signe de dépaysement que les sujets du sultan se livrent dans ce village montagnard aux tâches classiques du cantonnement. Ils sont là, ces fils d'une race guerrière, dans ce décor hanté seulement à l'ordinaire de paysans et de bergers. Et ils sont là aussi chez eux. Ils savent que la France garde une considération égale pour tous les hommes dignes du nom d'homme, qu'elle respecte toutes les croyances et toutes les religions, qu'elle n'asservit pas, mais qu'elle éduque. Et dans ce décor français, voici qu'on retrouve ces mêmes spectacles dont le pittoresque appartient à l'Afrique du Nord, le méchoui en plein air. Si, dans ce pays où la tourte est plat national, on mange aujourd'hui le méchoui, c'est le signe justement de cette union qui réunit sans différence chez nous ceux d'ici et ceux d'outre-mer. Ces jeux dans la neige qui unissent soldats et officiers, qui mêlent aux grands Marocains barbus les enfants sortis de l'école, c'est l'assurance de cette solidarité, prouvée l'an dernier par le voyage en Tunisie du président Daladier, prouvée à nouveau par le ralliement autour du drapeau à l'heure du danger de tous les peuples de l'Empire. Un ordre, une sonnerie, et les joueurs de tout à l'heure, ceux qui s'amusaient avec les enfants d'un ballon et d'une luge, sont redevenus soudain des soldats, redevenus les guerriers qu'ils sont de tradition. De ce peuple, dont les légendes et les chansons sont merveilleusement pleines de combats et d'héroïsme, est né ce bataillon qui monte au front comme un bataillon de nos provinces.
À travers des paysages de neige, un train va les emporter vers cette terre boursouflée de blocos, coupée de tranchées, embroussaillée de barbelés, qui est le pays de la guerre. Et déjà le visage de la guerre apparaît. De ce train se dressent les canons des mitrailleuses contre avions, alors que la cuisine roulante continue de fumer comme un foyer paisible. Des montagnes, de la neige, des montagnes, de la neige. Paysages français sur lesquels s'ouvrent les yeux de ces fils d'une autre terre. Paysages placides et simples où le voyageur ne verra pas l'effort de chaque jour, accompli pour y laisser subsister les passages, pour y laisser libre la circulation sur les routes. Les chutes de neige, ici, amènent des entassements de 10 à 20 mètres. Il faut maintenir ouverte cette route d'ordinaire abandonnée l'hiver. Il faut sans cesse enlever cette neige qui sans cesse retombe. Il faut créer dans les virages ces tunnels conçus pour supporter les poids les plus extraordinaires aux endroits où la neige s'accumule. Labeur inlassable qui se continue nuit et jour et qui est l'un des symboles de la ténacité de l'armée. À côté de ceux qui combattent, il y a ceux qui mènent ce labeur incessant, silencieux et sans gloire. Tenir une route nette et accessible tous les jours, c'est une œuvre qui semble manquer de grandeur. Non. Il y a dans ce geste répété, dans ce geste obstiné, une force courageuse où se retrouve la volonté française. La volonté qui vient à bout de la neige et du vent, qui surmonte les éléments et qui vaincra. La route libre, c'est une victoire. Le front. Ces visages simples et durs, ce sont les hommes de nos villes et de nos campagnes. C'est le mécanicien qui a reposé sa ligne et qui s'est relevé. C'est le boutiquier qui a rentré son éventaire. C'est le paysan qui a dételé ses chevaux, parce qu'une affiche à drapeau tricolore s'est déployée sur le mur. C'est vous qui, avec la même conscience que votre métier autrefois, faites cette guerre que personne chez nous n'a voulu. Chemin des abords du front, où depuis des mois cheminent les relèves. C'est à pied maintenant que le bataillon gagne les positions qui seront les siennes, pendant qu'une autre unité ira se refaire dans ces cantonnements abandonnés. C'est par ces chemins de terre et de neige, où d'autres troupes se rencontrent, qu'il atteindra les postes et les tranchées qui, depuis 6 mois, marquent la limite de la liberté des peuples. À leur droite, à leur gauche, par des chemins parallèles, montent d'autres blocs de cette armée innombrable. Hommes d'ici, hommes de là-bas, vous voilà confondus sur ces chemins. Tous vont vers cette ligne que fixent les regards du monde et où se débat, soyez-en sûrs, le drame du siècle. Un village sur votre route. Danger. Au travers des rues, des clochettes qui décèleront l'avance d'une patrouille ennemie si d'aventure elle se hasardait une nuit entre ses murs. Ce village fut accueillant, paisible, charmant. Naguère ici vivaient des hommes, et il n'y reste plus que l'écho d'une vie évanouie. Du silence, un silence lourd de menaces, ponctué parfois par le bruit d'une salve, le recueillement de la guerre. Le recueillement de la paix, le trouverons-nous dans cette chapelle où une même ferveur mêle les voix des soldats et des religieuses? Les mots latins parlent de piété.
Et dans les voix mâles et douces passe ce grand message gonflé de peine et d'espoir auquel restent sensibles tous les hommes de bonne volonté. De guerre. C'est un chant d'espoir, c'est une prière qui rassemble dans l'église des hommes agenouillés, mais qui, au-delà des murs, au-delà des routes, rejoint ceux qui sont en marche dans la neige, ceux qui sont aux aguets dans la tranchée, ceux du petit poste perdu, ceux qui veillent au créneau, ceux qui rôdent en patrouille, tous ceux qui ont part au grand devoir, tous ceux qui souffrent la grande misère de la guerre. La guerre. Vous en connaissez le visage sournois et triste. C'est cette dispersion silencieuse aux positions de combat dans les postes avancés. C'est cette veille patiente, la main sur l'acier. C'est ce vide menaçant d'un paysage où rien ne bouge. C'est cette maison blanche derrière laquelle l'ennemi guette. C'est cette attente tenace, disciplinée, les nerfs tendus, qui dure nuit et jour depuis 6 mois et qui depuis 6 mois arrête toute velléité ennemie. On écoute, on veille, on attend. On attend un ordre qui arrive, que la radio transmet, que l'agent de liaison porte aux batteries. Un autre ordre encore qui va aux premières lignes. Un tir, une patrouille. Et pendant que les 75 entrent en action, la patrouille s'apprête au départ. Casqués d'acier, cuirassés de peau de mouton, ils reprennent cet air de preux et de chevalier que les temps modernes restituent aux soldats. Je ne combats pas avec des chevaliers, disait Hitler. Je combats avec des agents secrets des révolutions. À chacun ce qu'il lui faut. En France, nous combattons encore avec des chevaliers.
des grenades plein la musette, une grenade dans chaque main, les patrouilleurs s'en vont. Devant eux, le No Man's Land neigeux s'étend, semé d'embûches. Tout ici est un danger. La patrouille avance. Une mine peut éclater. La patrouille avance. Une mitrailleuse peut se découvrir. La patrouille avance. Chacun a pris sa part de risque. Ils font la guerre parce qu'il faut la faire, parce qu'ils sont des hommes libres et qu'ils ne veulent pas sombrer dans le gouffre où d'autres peuples sont tombés. Ils font la guerre et ils la feront comme on fait les choses en France, proprement, consciencieusement, jusqu'au bout.